Bonjour à tous, Mathéis Mouflet pour XTB. On se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux. Et cette semaine, on va voir l'or, le gaz naturel, le cuivre et le pétrole. Et on va commencer par l'or et il s'en est passé des choses sur l'or. C'est reparti pour un tour, les marchés montent, on a battu de nouveaux plus hauts, on est à plus de 3300 $ l'once au moment où je vous parle. Donc on va essayer de voir un petit peu pourquoi. Alors Goldman Sachs a relevé ses prévisions de prix de l'or de 3300 à 3700 $ l'once. Et Goldman Sachs ajoute que dans un scénario extrême, comme l'escalade des guerres commerciales ou une récession aux États-Unis, Goldman n'exclut pas un pic de prix jusqu'à 4500 $ l'once. Et il s'agit même de la troisième révision à la hausse pour Goldman pour l'or en 2025. La banque d'investissement souligne en plus l'influence croissante des ETF sur l'or et la hausse de la demande physique en Asie. En parlant des ETF, on le voit sur ce graphique ici, où vous voyez la détention d'or par les ETF en pointillé en bleu ici et le prix de l'or ici. Et donc on voit que cette détention elle est repartie à la hausse depuis mi-2024 avec des ETF sur l'or qui détiennent désormais 90 millions d'onces. Un chiffre qui est certes toujours inférieur au pic de 2020, mais qui reste en augmentation depuis un an. Les banques centrales asiatiques augmentent leurs réserves d'or pour se diversifier par rapport au dollar américain qui est en chute libre. Le dollar américain baisse par rapport à l'or évidemment, mais aussi par rapport au dollar et au yen et surtout au franc suisse. Donc il y a une vraie crainte de récession pour les États-Unis. Les Goldman prévoient que les banques centrales achèteront 80 tonnes d'or par mois contre 70 actuellement et précédemment. Même si les craintes de récession s'apaisent et que la demande d'ETF s'inverse, l'or pourrait atteindre tout de même 3550 $ pour Goldman. L'incertitude sur les marchés reste élevée avec des exemptions tarifaires qui ont été introduites par Donald Trump, mais on a aussi des droits de douane élevés sur l'électronique et finalement on a un petit peu de mal à s'y retrouver au niveau de ces droits de douane, donc il y a beaucoup d'incertitudes et ça peut très vite changer, y compris au moment où vous allez voir cette vidéo. La baisse des rendements obligataires soutient l'or, avec notamment des inquiétudes sur la stabilité budgétaire des États-Unis. On va maintenant parler du gaz naturel avec des stocks qui rebondissent. Donc les prix du gaz naturel continuent de baisser malgré des degrés jours de chauffage supérieurs aux moyennes saisonnières aux États-Unis la semaine dernière. Donc le degré jour de chauffage, c'est quelle est la température par rapport à une journée type à cette période de l'année. Et la production de gaz a rebondi et avec une demande modérée, les stocks ont augmenté au-delà des normes saisonnières. Donc en parlant des stocks, on les voit sur ce graphique. Vous voyez ici en rouge les stocks pour cette année, en bleu les stocks en moyenne des 5 dernières années, ici le plus haut des 5 dernières années, et ici le plus bas des 5 dernières années. Donc on a des stocks qui rebondissent aux États-Unis rapidement, qui ont commencé à rebondir plus tôt qu'en moyenne, et qui devraient désormais bientôt dépasser la moyenne sur 5 ans. C'est évidemment un catalyseur baissier pour le prix du gaz naturel. Maintenant on va regarder un peu l'offre et la demande. Donc le rythme des exportations de gaz naturel liquéfié sera le principal facteur qui devrait influer sur les prix du gaz cet été. Et des droits de douane de rétorsion imposés par des pays comme l'Europe sur le gaz américain pourraient entraîner une nouvelle surabondance importante donc au niveau de l'offre. A l'inverse, c'est aussi possible que les États-Unis forcent l'Europe, en tout cas que l'Europe accepte d'acheter du gaz américain, et dans ce cas-là, l'effet serait inverse. Maintenant, on va regarder un peu l'offre et la demande. Donc, ici, dans ce graphique, on peut voir la consommation de gaz aux États-Unis, donc avec le plus haut de 5 ans ici, le plus bas de 5 ans ici, et la moyenne sur 5 ans. Et donc, on voit qu'on est revenu sur une demande moyenne par rapport à la moyenne à 5 ans, alors que la production de gaz qu'on voit ici, elle est toujours très largement supérieure au plus haut de 5 ans. Donc c'est pour ça aussi que le prix du gaz est sous pression et que les stocks remontent. On va maintenant parler du cuivre avec notamment le ratio cuivre sur gold qui est au plus bas. On va voir ça à la fin. On va commencer par parler un petit peu des stocks. Donc le cuivre rebondit après les baisses causées par les représailles tarifaires des États-Unis et les nouveaux droits d'importation sur la Chine.
la demande chinoise de cuivre ralentit, avec des importations en baisse de plus de 5% en glissement annuel, ce qui correspond à 1,37 million de tonnes de janvier à mars, donc au premier trimestre 2025. Et les stocks de cuivre à Londres et à Shanghai sont en baisse depuis mars, bien qu'ils aient doublé par rapport à début 2024. Il reste cependant un niveau historiquement bas, c'est ce qu'on voit sur ce graphique, avec donc les stocks de cuivre à Londres et à Shanghai combinés. Donc l'échelle est inversée, si cette courbe bleue augmente, ça veut dire que les stocks diminuent, et ici en vert vous avez les prix du cuivre. Et donc on a des stocks de cuivre qui ont diminué donc, depuis mars, et qui ont fortement diminué récemment, mais ils sont tout de même 2 fois plus importants qu'il y a à peu près un an, ici en mars 2024. Donc là on a 500 000 tonnes, et là on est plutôt autour de 250 000, 300 000. Maintenant on va regarder donc l'impulsion de crédit. L'impulsion de crédit sur 12 mois de la Chine est négative, mais est à son plus haut niveau depuis début 2024, ce qui suggère un potentiel plancher pour le cuivre. L'impulsion de crédit, c'est quoi? C'est un indicateur qui donne un aperçu de l'effet de levier ou du soutien que le crédit peut avoir sur la croissance économique. Une impulsion de crédit positive, c'est-à-dire supérieure à 0, signifie que plus de crédit neuf est injecté dans l'économie, ce qui peut stimuler évidemment la consommation, ou l'investissement et la croissance. Une impulsion négative, par contre, suggère un ralentissement de cet effet. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Donc en bleu vous avez l'impulsion de crédit, et en vert les prix du cuivre. Et donc on voit que cette impulsion négative elle est sous 0, elle était à moins 4 en fin 2024, mais elle est passée à moins 1. Donc on a une impulsion de crédit de la Chine qui se redresse, et donc même si elle reste négative, ça montrerait quand même qu'il y a des effets positifs du crédit sur la Chine, et donc qu'on pourrait avoir un catalyseur haussier sur la demande du cuivre. Maintenant on va regarder le ratio cuivre sur or dont je vous parlais. Donc ce ratio cuivre sur or, donc prix du cuivre sur prix de l'or, est tombé en dessous de 3, ce qui est son plus bas niveau depuis au moins le milieu des années 80, et ce qui indique que le cuivre est extrêmement sous-évalué par rapport à l'or. Et donc ça, combiné à des taux élevés, ça pourrait montrer que le risque de récession est élevé. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien quand vous regardez ce graphique, vous voyez ici le taux du obligataire à 10 ans des États-Unis, et en rouge le ratio cuivre sur or. Et donc en moyenne, on voit que quand le taux des obligations américaines baisse, on a à peu près un rendement, donc un ratio cuivre sur or qui diminue. Alors bon, c'est très volatile, mais en moyenne c'est le cas, sauf actuellement où on a un cuivre qui est sous-évalué, qui est pas cher, alors qu'on a des taux qui sont en hausse. Donc normalement les taux devraient être plus faibles dans cette configuration, et ça pourrait être un pricing notamment de récession aux États-Unis, ou mondial d'ailleurs, mais surtout aux États-Unis. On va finir avec le pétrole, où on peut se dire qu'il y a une reprise de la demande, une reprise économique en Chine. On va voir ça à la fin. Goldman Sachs prévoit que les États-Unis éviteront la récession et que l'OPEP+ augmentera modérément l'offre. Goldman prévoit aussi une croissance très limitée de la demande de 0,3 MBJ cette année, ce qui est bien inférieur aux prévisions de l'OPEP, de l'EIA et de l'AIE, qui sont tout autour de 1 MBJ. Selon Goldman Sachs, le pire scénario pour le pétrole, ça impliquerait une récession et en plus le retour complet de la production de l'OPEP+, ce qui pourrait faire chuter le Brent à 40 $ le baril d'ici 2026 pour Goldman Sachs. L'OPEP+ a aussi annoncé une augmentation de la production de 138 000 barils par jour en avril et de 411 000 barils par jour en mai. Alors normalement, techniquement, c'est baissier pour les prix, mais cet impact net sur l'offre pourrait être neutre si les pays qui dépassent les quotas réduisent leur production, c'est ce qu'indique l'OPEP+. Donald Trump a aussi fait des commentaires positifs sur les négociations nucléaires avec l'Iran, mais il y a un scepticisme certain du côté du guide suprême iranien. Et on va maintenant parler de ce graphique sur les stocks de pétrole.
Donc vous avez l'habitude de ce genre de graphique, hein. Ici vous avez les stocks en 2025, ici les stocks en bleu en pointillé pour 2024, ici c'est la moyenne sur 5 ans, le plus haut de 5 ans et le plus bas de 5 ans. Et donc on voit que les stocks de pétrole américain augmentent de façon saisonnière, comme c'est prévu, hein, comme on le voit dans la moyenne, mais ils restent à la fois inférieurs au niveau de l'année dernière et à la moyenne sur 5 ans, ce qui est plutôt un catalyseur haussier pour les prix du pétrole, qui sont pourtant assez bas. Et pour montrer encore une fois qu'on a une situation de prix qui est assez étrange par rapport aux fondamentaux, la Chine a publié des données optimistes sur ses importations de pétrole, atteignant 12,1 millions de barils par jour en mars, ce qui est le niveau le plus élevé depuis août 2023. Donc on aurait une reprise de la consommation, en tout cas de pétrole, en Chine. Et on a aussi un crack spread qui n'indique pas du tout que le pétrole devrait être si bas. Donc pour rappel, hein, le crack spread, c'est un indicateur du marché pétrolier qui mesure la différence entre le prix du pétrole brut et celui des produits raffinés obtenus à partir de ce pétrole, par exemple l'essence ou le diesel. Ce crack spread, il reflète la rentabilité des raffineries, car un spread élevé signifie que les marges de raffinage sont importantes, tandis qu'un spread faible indique une rentabilité plus réduite. Donc un crack spread en hausse est souvent un facteur haussier pour le pétrole, car il incite les raffineries à augmenter leur demande de brut pour profiter de marges élevées, ce qui peut faire monter les prix du pétrole. Et donc sur ce graphique, qu'est-ce qu'on voit? On voit en rouge les prix du WTI et en pointillé le crack spread. Et donc on a un crack spread à 24,6 $ par baril, qui est relativement élevé, c'est la moyenne des dernières années, et qui est surtout bien remonté. Et pourtant, on a un prix du baril qui s'est effondré à 61 $, ce qui pourrait montrer que les prix se sont déconnectés des fondamentaux physiques, malgré des marges de raffinage qui sont très élevées actuellement, le pétrole chute. Et ça pourrait venir notamment de l'activité de fonds spéculatifs qui pourrait avoir amplifié la vague de vente, et donc ce qui pourrait indiquer une survente sur le pétrole, et donc ce qui est un autre catalyseur haussier pour le pétrole. Voilà, c'est tout pour moi pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je réponds à tout. Et on se revoit la semaine prochaine. C'était Mathéis Mouflet pour XTB.